Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et c'est l'heure de la chronique de Richard de Sèze, notre partenaire Valeurs Actuelles. Et donc, vous avez votre patron avec vous en studio. Mais j'en suis ravi. Pas trop de pression, c'est bon. Non, c'est un être sévère mais juste. Vous savez, comme le professeur dans les Dingos dossiers de Gottlieb. Voilà. Pour ceux qui ont la référence. Oui, bah pour ceux qui sont nés avant les années 90. D'accord, donc voilà, vous m'excluez. Merci Richard. Pardonnez-moi Corentin, voilà, vous êtes jeune. Donc il y a 2 BD, donc Rourou le Dauphin, et puis Abattoir 5 ou La Croisade des enfants. Donc on va commencer par Rourou le Dauphin. On va commencer par Rourou le Dauphin qui n'a de rapport avec Abattoir 5 que le mot enfant, parce que Abattoir 5 est quelque chose de plutôt terrifiant. Rourou le Dauphin est une bande dessinée qui est en financement participatif en ce moment sur Ulule. Alors, donc pourquoi vous parlez de cette bande dessinée ? C'est parce que l'auteur, Manu Scritch, qui est une illustratrice, qui est amoureuse des dauphins, produit depuis plusieurs années sur son blog, qui s'appelle très simplement Scritch.com, des dessins, et avec systématiquement des dauphins. Et il y a notamment une interprétation absolument saisissante du mutant du film de Kubrick, Orange Mécanique, qui est un dauphin. Et donc, je le montre à Laurent Dandrieux. Voilà. Et je vous le montre à vous, Corentin. Voilà. Et je le montre même à la caméra. Voilà un dauphin. Donc, Orange Mécanique, donc ce film d'une brutalité sauvage, mais évidemment qui a marqué les esprits. Et Manuscrit, comme ça, adore les dauphins et elle les met à absolument toutes les sauces. Il y a évidemment un James Bond dauphin. Et là, avec son compagnon, elle a décidé de raconter l'histoire de Rourou, prince des dauphins. Alors, j'avoue qu'au premier abord, quand on vous dit, tiens, je vais raconter l'histoire de Rourou, prince des dauphins, moi, ça m'a renvoyé à ces bandes dessinées, notamment Petsy, si je ne m'abuse, qui est les aventures d'un petit ours absolument charmant, qui a connu dans les Pays-Bas une fortune absolument incroyable et qui a peu percé en France. Donc, c'est de la bande dessinée animalière, ça m'a évidemment renvoyé à Mickey. Mais en fait, le dauphin est un animal qui est beaucoup moins plastique, si j'ose dire, que la souris ou le canard, d'autant que Manu Scritch s'efforce de faire des dauphins qui ont l'air d'être de véritables dauphins. C'est-à-dire là, vous avez la cour du roi père de Rourou, puisque donc le roi des dauphins a un fils qui est prince des dauphins, et donc ce sont vraiment des dauphins. Alors évidemment, certains ont des cheveux, donc c'est la seule concession, si j'ose dire, un certain anthropomorphisme. Le roi a une couronne, mais ça c'est bien normal, tous les rois ont une couronne depuis que les contes de fées existent, y compris le roi des aulnes, le roi des animaux, le lion, qui vous voulez, la reine des mouches a vraisemblablement une couronne elle-même. D'ailleurs, il y a une bande dessinée absolument remarquable où on voit apparaître la reine des mouches dans Louis et Georges romancier, mais donc on en parlera une autre fois. Bien sûr. Et Rourou, prince des dauphins, a ceci de remarquable, c'est que le jeune prince, en fait, donc le dauphin, félicitations, le jeune prince ne respecte pas son rang. Il se comporte en gros comme le fils d'Élisabeth II et au lieu que faire comme une monarchie anglaise corrompue, le garder à l'intérieur de la famille royale, le roi, qui lui a des mœurs et des principes, décide de l'exclure de la cour. Et voilà Rourou, prince des dauphins, qui est banni du royaume des dauphins et qui commence immédiatement sa carrière de banni par aller se prendre une cuite chez Molly, qui est un bar où il a ses habitudes. Et comme il se passe sa vie à pleurer et à geindre sur son sort tout en refusant de payer ses notes, du coup l'orque qui lui sert de videur le met à la porte. Et donc là il y a ce début qui est absolument remarquable, qui est vraiment un début de conte de fées où on se retrouve avec un dauphin banni qui va faire des efforts pour redevenir vertueux, comprendre en fait quelles sont les exigences qu'on attend, qu'on doit avoir vis-à-vis de soi-même et surtout vis-à-vis d'un royaume dont on va hériter. Et donc il va réapprendre en fait à occuper véritablement la fonction royale. Donc j'ai une interprétation peut-être strictement politique de la chose, mais on voit qu'il y a un dessin qui est aimable, il y a des couleurs qui sont joyeuses, il y a l'idée de coller véritablement à un univers subaquatique, donc puisque évidemment le
le malheureux Rourou va se retrouver pris dans un filet de pêche. Enfin voilà, je ne peux pas vous raconter toute la bande dessinée. Cette bande dessinée est en financement participatif. Voilà, donc si vous allez sur Ulule, ULULE, vous pourrez vous procurer les aventures de Rourou le Dauphin. Vous pourrez surtout participer à leur création, puisque voilà, évidemment les planches sont en train de se dessiner, mais il faut que le livre se fasse. Je conseille Manu. On mettra le lien du crowdfunding, alors financement participatif oui. En dessous de la vidéo, bien sûr. Voilà. Et donc la deuxième BD, Abattoir 5 ou la croisade des enfants. Alors ça, c'est une bande dessinée vraiment remarquable, qui est publiée au Seuil, donc qui n'en fait pas ses délices ordinaires. Et Abattoir 5 raconte l'histoire d'un personnage assez surprenant qui est capable d'échapper au flux du temps. C'est-à-dire, il est en pleine guerre européenne, pendant la Deuxième Guerre mondiale, en train de suivre une patrouille. Il est lui-même pauvrement équipé, il est doué pour la guerre comme moi pour la peinture. Et brusquement, il est absorbé en dehors du temps, et pendant tout le reste du roman, car à la base c'est un roman, il va ainsi voyager au moment de son enfance, avant même sa conception, après sa mort, en 1960, en 40, en 70, et en parallèle de cette vie où il est ophtalmologue et où il passe sa vie à vendre des lunettes et des consultations, il vit et revit sans cesse l'Allemagne, la défaite de l'Allemagne, le bombardement de Dresde et l'horreur qui consiste à pelleter en tant que prisonnier de guerre à l'intérieur de la ville de Dresde pour soulever les décombres et trouver les cadavres de ceux qui ont été, de ceux qui sont morts à la suite du bombardement au phosphore, entre autres, de la ville de Dresde. Donc 300 000 morts. Et Kurt Vonnegut publie ce roman dans les années 60. C'est un roman qui est violemment antimilitariste, c'est un roman qui est extrêmement pacifiste. Ça fait scandale tout de suite, d'ailleurs ça continue à faire scandale. Abattoir 5 est à la fois un monument de la science-fiction et un cheval de bataille des conservateurs qui, on ne peut pas leur reprocher, considèrent que cette charge sabre au clair, si j'ose dire, pour un livre pacifiste contre les valeurs américaines, contre l'armée américaine, contre la manière dont l'Amérique a apporté la démocratie à l'Allemagne en supprimant l'intégralité des civils de la ville de Dresde, ce qui est quand même une bonne manière d'être démocrate, comme chacun sait depuis la Révolution, est quelque chose d'insupportable. Mais l'adaptation en bande dessinée est absolument remarquable. Voilà un dessinateur et un scénariste qui réussissent à s'emparer d'une matière littéraire extrêmement complexe, avec un dessin d'une limpidité incroyable, des dialogues qui reprennent le livre ou qui sont parfaitement ciselés dans l'esprit du livre, et à jouer sur les ambiances de couleurs pour qu'on comprenne bien comment est-ce qu'on passe d'une époque à l'autre, à jouer surtout avec l'idée qu'il y a un peuple extraterrestre qui est absolument laid, soyons francs. Voilà. Donc vous voyez ici un extraterrestre, donc ça ressemble à une main avec un œil au milieu, pour qui le temps n'existe pas. Alors c'est amusant, vous vous souvenez, il y a un film il y a pas longtemps où il y avait des extraterrestres qui débarquaient et pour qui eux aussi le temps n'existait pas. Dire le temps était simultané, passé, présent, futur, était en fait la même page et non pas une ligne. Et on se retrouve ici avec des extraterrestres et notamment avec la mise en page d'un roman extraterrestre. Et ça, il y a un tour de force visuel par rapport à ce qu'un écrivain est capable d'écrire. On peut imaginer n'importe quoi. Voilà, je peux toujours vous raconter, je suis une entité mathématique bleue, ça mange pas de pain. Voilà, je l'ai écrit, je le dis. Voilà, mais là, non, je le montre. Et ça, c'est remarquable. Voilà, Billy eut droit à un livre trafalmadorien, donc parce que c'est le nom des extraterrestres. Il ne pouvait pas lire. Les extraterrestres lui expliquèrent gentiment le fonctionnement de leur langage. Chaque image était un message décrivant une situation ou une scène. Il n'y avait pas de lien particulier entre les images, sinon que l'auteur les avait choisies avec soin, de sorte que vue en bloc, elle donnait une image de la vie qui était belle, surprenante et profonde. Il n'y avait ni début, ni milieu, ni fin, ni suspense, ni morale, ni cause, ni effet, uniquement la profondeur de nombreux moments merveilleux, vus ensemble au même instant. Et là, il y a un côté vision béatifique, si j'ose dire, pour les catholiques, qui est absolument surprenant. Et on voit que Kurt Vonnegut, qui est en parallèle donc un soldat réellement traumatisé par Dresde, puisque donc Kurt Vonnegut a été à Dresde, donc, et il a vu les cadavres. Peut-être faut préciser, comme son nom ne l'indique pas, il est américain. Oui, il est américain, et en fait, c'est un Américain qui était immigré allemand de la 3e génération. Donc voilà, et donc il s'est retrouvé. Voilà. C'est pour ça qu'il est mon rédacteur en chef. Il faut les choses. Plus souvent pour le corriger. Moi,
Je n'ose pas. Donc réellement, voilà, c'est une grande bande dessinée avec un dessin, une fois de plus, remarquable, lisible, une plongée sur l'Amérique des années 50, 60, 70, tout à fait ironique, une vision de la guerre horrifique, mais ça me paraît plutôt bien, et une capacité visuelle à retransmettre les imaginations d'un écrivain qui est hors pair. Alors, ce n'est un livre qui n'est pas à mettre entre toutes les mains, puisque évidemment, des piles de cadavres et 2 ou 3 galipettes, on ne peut pas le recommander aux enfants, mais en revanche, pour ceux qui sont curieux de rencontrer un monument de la littérature populaire, cette bande dessinée est vraiment l'un des meilleurs truchements. Donc ça plutôt pour les adolescents, et Rourou le dauphin, c'est pour tout le monde. Rourou le dauphin, c'est pour tout le monde. Voilà, donc les enfants se délecteront à voir un prince se saouler chez Molly. Je ne suis pas absolument certain que ce soit pour les enfants, faites attention. Et les adultes seront enchantés de voir le discret message royaliste qui transparaît à travers cette... Ça m'étonne que vous n'en ayez pas parlé dès le début. Oui, non, mais je disais couronne, je tourne autour du pot. Voilà. Et alors, merci Laurent Dandrieux, vous validez les chroniques de Richard de Sèze, c'est bon Bien sûr, oui, je valide complètement. Oui, bien sûr. Et donc, votre livre Rome ou Babel, vous l'avez lu ou pas, Richard? Il faut que vous le lisiez. Hein. Je l'ai lu et je l'ai apprécié. Et ce n'est pas du tout parce que c'est mon rédacteur en chef, mais c'est véritablement un livre remarquable. C'est un livre en plus où Laurent réussit à se saisir d'un sujet qui en fait est complètement transversal à 20, 30, 40 ans d'histoire de l'Église et d'histoire diplomatique de l'Église, pas juste l'histoire intérieure. C'est la manière dont l'Église est au monde et il montre bien qu'il y a vraiment un paradoxe et surtout une incohérence. Et ça c'est remarquable. Et comme d'habitude, on va attendre les réactions de l'Église qui est mise face à ces contradictions et qui n'est pas capable, alors que Laurent le prouve très bien, de tenir les deux bouts de la chaîne, de tenir à la fois une charité universelle et de tenir un ancrage national. Et surtout, on voit bien que l'Église, en fait, ce faisant, abandonne une fois plus la proie pour l'idée, c'est-à-dire abandonne l'idée d'être véritablement dans la vie des gens là où ils sont, au profit d'un paradis qui est à la fois toujours à venir et malgré tout terrestre. Donc là, il y a une espèce d'inversion complète de ce que serait une véritable pastorale. Et Laurent le fait en chrétien, il le fait en français, il le fait à l'intérieur d'un cadre qui est celui que Dieu lui a donné au moment où il naît. Donc voilà, c'est vraiment un ouvrage remarquable. Et en plus d'une humilité incroyable, il y a un nombre de citations surprenants et que l'auteur nous donne au fur et à mesure des pages, sans prétendre avoir échafaudé tout ce dont il parle. Et en même temps, c'est quand même lui qui réussit cette synthèse qui n'avait jamais été faite. Bon, vous aurez votre augmentation, Richard. Si ça dépendait que de moi, oui. Et vous êtes aussi, vous êtes notre partenaire Valeurs Actuelles et auteur du Rond de Serviette. Est-il de droite? Alors, Rome, c'est la droite, Babel, c'est la gauche. Allez. C'est ça. Voilà, c'est ça. Rome, c'était la droite, en tout cas. Et Babel, ça a toujours été la gauche. Et Rome devient de plus en plus Babel. Rome se babélise, oui. Ok, merci beaucoup, Richard de Sèze. Merci beaucoup, Laurent Dandrieux. On le rappelle, mais on l'a quand même beaucoup cité, Rome ou Babel pour un christianisme universaliste et enraciné aux éditions Artege. Merci à tous les deux. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.